5 de plus pour toi. 5 de plus pour moi. Tu sais ce que tu vaux maintenant? Non. Combien? $3000. Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui ont la corde au cou et ceux qui la leur coupent. Oui, seulement celui qui a la corde au cou, c'est moi. Moi, je risque gros. C'est pourquoi la prochaine fois, je veux plus de la moitié. Oui, tu as la corde au cou, mais moi, je tire. Et si tu me rognes mon pourcentage? C'est laconique, mais tout est dit, il y a ceux qui savent et ceux qui croyaient savoir. Le Colt et le cigario en moins, ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec Caroline, mon amie d'enfance. Parcours exemplaire, bonne élève, bonne situation, elle cochait toutes les cases pour une trajectoire sociale sans faute. Ce jour-là, avec une voix mal assurée, elle m'avoua qu'elle ne comprenait pas pourquoi, malgré son salaire de 4000 €, elle n'arrivait pas à s'en sortir. D'autant plus que son voisin de palier, lui, prof de yoga qui gagnait à peine la moitié, venait d'acquérir un deuxième appartement. Je l'ai écouté avec un sourire compatissant et on est allé se poser en terrasse. « Écoute Caro », lui ai-je dit. Son problème, c'est qu'elle ne connaissait rien aux règles du jeu dans lequel elle était pourtant totalement impliquée. Pas de sa faute, personne ne lui a jamais enseigné les bases de l'intelligence financière. Résultat, tout ce en quoi elle croyait était faux. Comme l'écrasante majorité de ses contemporains, elle s'est retrouvée sans même s'en rendre compte, prisonnière d'un jour sans fin, à creuser une terre aride en plein soleil pour déterrer un trésor qui glissera inévitablement dans les mains de quelqu'un d'autre. Ce que je lui ai dit ce jour-là lui a retourné le cerveau. En 2 heures, j'ai démoli 30 ans de mensonges sur l'argent, et dans 20 minutes, vous allez comprendre pourquoi votre banquier, votre patron et même l'État prient pour que vous ne regardiez jamais cette vidéo. Fais des économies, évite les dettes, travaille dur pour gagner de l'argent. 3 conseils qu'on a tous déjà entendus. L'intention est louable, aucun doute, mais malheureusement, si on les suit à la lettre, on a toutes les chances de ne jamais réussir à se constituer un vrai capital. Pourquoi, me direz-vous? Laissez-moi vous expliquer. Faire des économies, mettre de l'argent de côté, vous le faites déjà probablement, comme plus de 56 millions de Français. On met son épargne sur un livret A à la façon de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. C'est pratique, rémunérateur, sûr et bien réglementé, mais ça vaut la peine d'y regarder d'un peu plus près. Si par exemple vous avez déposé 10 000 € sur votre livret A en 2013 en prenant en compte les multiples changements de taux, 10 ans plus tard vous êtes à la tête d'un capital qui s'élève à 11 236 €, soit une augmentation moyenne de votre mise de départ de 1,17% par an. C'est déjà bien, non? Alors, ça se fête! Bouteille de Veuve Clicquot, carte gold sur la table du jardin, on s'apprête à sabrer le champagne en famille. Stop! Arrêtons-nous sur cette joyeuse image et examinons la réalité en face. Cette bouteille vous aura coûté 44 € alors qu'elle en valait 36 10 ans auparavant. Ça fait une différence de plus de 20%. Vous voyez où je veux en venir? Pendant que vos économies ont progressé de 12,4%, l'inflation, elle, a grimpé de 17%, et on parle de l'inflation officielle, pas celle ressentie par le porte-monnaie. Votre épargne en termes de pouvoir d'achat a donc fondu d'au moins 5%. Pendant cette même décennie, le prix de l'action LVMH, la société de Bernard Arnault, à qui appartient la marque Veuve Clicquot, a évolué lui aussi. De 2013 à 2023, le cours est passé de 96 à 870 €, soit une progression de 806%. Le risque en plus, c'est vrai, mais dans notre exemple, en investissant sur cette période, votre capital serait passé de 10 000 à 80 600 €. De quoi sortir quelques bouteilles de champagne de plus. En d'autres termes, le mode d'épargne préféré des Français détruit le capital, c'est indiscutable. Depuis l'année 2000, le livret A n'a dépassé l'inflation que 6 années sur 24. Autant dire que c'est un jeu de dupes dans lequel on sort toujours perdant à long terme. On continue avec le fameux « travailler plus pour gagner plus », magnifique slogan électoral, mais une promesse foncièrement déconnectée de la réalité. Si on s'en tient à une lecture structurelle, le lien entre le nombre d'heures travaillées et le revenu est peu significatif. Et il devient totalement invisible à l'ère de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle, où un simple solopreneur du web peut gagner bien plus que votre médecin traitant qui enchaîne des journées de 12 heures. Ni l'effort fourni, ni la valeur créée par cet effort ne sont concrètement proportionnés à la récompense obtenue. La vraie équation aujourd'hui, valeur créée fois nombre de personnes touchées égale revenu. Ce n'est pas l'effort qui paye, c'est la scalabilité, et ça, l'école ne vous l'apprendra jamais. Tant que vous échangez votre temps contre de l'argent, vous allez vous heurter à un plafond. Il vous faut basculer vers des sources de revenus autonomes, nous allons y revenir. On termine ce triptyque de conseils illusoires avec le prudent « il faut éviter les dettes ». Là, il faut être plus nuancé, toutes les dettes ne se valent pas.
Il y a la mauvaise dette, celle que vous contractez pour acheter le dernier iPhone ou partir en vacances, des objets qui perdent de la valeur, financés à crédit avec des intérêts qui vous appauvrissent. Et puis, il y a la bonne dette, celle qui finance un actif. Vous empruntez 200 000 € pour un appartement que vous louez, les loyers remboursent le crédit, l'inflation grignote votre dette après année, et dans 20 ans, vous êtes propriétaire d'un bien qui a pris de la valeur. Écoutez ce que dit Donald Trump à ce sujet. « I'm the king of debt, I love debt. » Le roi de la dette qui aime la dette. Pourquoi un milliardaire dirait-il ça? Parce qu'il a compris quelque chose que l'école ne vous apprendra jamais. Quand vous empruntez aujourd'hui, vous remboursez avec de l'argent dévalué de demain. L'inflation est votre allié si vous avez des dettes sur des actifs, votre ennemi si vous avez du cash qui dort. 20% des Français utilisent encore des crédits à la consommation, ils s'endettent pour s'appauvrir. Pendant ce temps, ceux qui ont compris le jeu s'endettent pour s'enrichir. C'est toute la différence entre subir le système et en profiter. Avant l'avènement du web, la plèbe, vous et moi, n'avions qu'une idée vaguement préconçue de ce qu'est l'argent, comment il est créé et les bases réelles de son fonctionnement. Certains d'entre vous connaissent ces mécanismes essentiels, mais la plupart, c'était le cas de Caroline, n'en ont jamais entendu parler. Je vais vous raconter une histoire. Un banquier arrive dans un village isolé, il réunit tout le monde sur la place et leur dit « Votre village a du potentiel, mais manque de moyens. Je vais vous prêter 10 pièces d'or. Dans un an, vous m'en rendez 11. » Les villageois acceptent, ravis. Ils investissent, commercent, l'économie redémarre, mais un an plus tard, problème, il n'existe toujours que 10 pièces dans tout le village. Comment rendre la 11e qui n'a jamais existé? C'est mathématiquement impossible. Quelqu'un devra forcément s'endetter à nouveau ou vendre ses biens, et le banquier le sait parfaitement. Ce qui semble absurde dans un village isolé est pourtant exactement notre système actuel. Quand vous empruntez 200 000 € pour votre maison et que vous en remboursez 300 000 avec les intérêts, d'où viennent ces 100 000 € supplémentaires? Ils n'existent pas encore. Quelqu'un d'autre devra les emprunter pour qu'ils entrent dans le système. Et c'est une spirale sans fin où il faut toujours plus de dettes pour payer les intérêts des dettes précédentes. Ce mécanisme est la pierre angulaire de ce que l'on appelle « the big debt cycle », le grand cycle de la dette théorisé par Ray Dalio, une boucle immuable qui comprend 4 phases. On commence par emprunter, on investit et on s'aperçoit que ça fonctionne. C'est la phase de prospérité. Alors on continue, on emprunte encore plus, la machine s'emballe et les prix montent. C'est la phase d'euphorie. Il s'ensuit une prise de conscience purement économique, plus personne ne peut payer. C'est la phase de crise inévitable. Elle ne peut se résoudre que par une phase de reset, grand ou petit. Un moment qui généralement entre dans les livres d'histoire sous la forme d'une guerre, d'une révolution ou plus pacifiquement d'une restructuration ordonnée des dettes. Aujourd'hui, en France, la dette publique a dépassé les 3 300 milliards d'euros et le poste budgétaire alloué au remboursement des intérêts de cette dette atteint la somme colossale de plus de 60 milliards par an, soit 2,7% du PIB, uniquement pour payer les intérêts. C'est quasiment le budget de l'éducation nationale. Et du côté mondial, on a atteint 340 000 milliards de dettes, un record absolu. Quand on connaît l'histoire, certains discours belliqueux de nos dirigeants prennent soudain une toute autre dimension. On assiste donc à une fuite en avant de l'endettement des nations, préoccupant mais pas vraiment surprenant. Le point d'origine de cette dérive remonte au 15 août 1971, moment où le dollar cesse d'être adossé à l'or. Ce jour-là, le président Nixon annonce la fin des accords de Bretton Woods qui garantissaient que le dollar, et indirectement toutes les monnaies, étaient convertibles en or afin de limiter les excès monétaires et de garantir sa valeur. Depuis cette rupture, la monnaie américaine a perdu plus de 96% de sa valeur en or. C'est le résultat mécanique d'une inflation devenue structurelle. Plus concrètement, ce qui coûtait 1 dollar en 1970 en vaut aujourd'hui presque 8 fois plus. Il faut se rendre à l'évidence, à notre époque, cash is trash. Aujourd'hui, l'argent n'est plus que des chiffres sur un écran. Quand vous empruntez 200 000 €, votre banque ne prend pas cet argent dans un coffre ou à ses clients, elle tape juste sur son clavier et l'argent apparaît. Elle le crée littéralement. La Banque de France le dit elle-même, ce sont les crédits qui créent les dépôts. 90% des euros en circulation ont été créés comme ça, par les banques commerciales quand quelqu'un signe un crédit. L'argent n'existe que parce que quelqu'un quelque part s'est endetté. Je ne sais pas pour vous, mais à ce moment de la discussion, Caroline était bouche bée. Après un silence, elle m'a dit « Je comprends, mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est la question fatidique. Une fois qu'on a compris que le jeu est truqué, on fait quoi? On a 2 options. Soit on fait l'autruche et on espère que ça passe, soit on apprend les vraies règles et on joue avec. J'espère que vous devinez quelle option je recommande. Premier exercice, et Caroline l'a fait sur son coin de nappe, prenez une feuille, dessinez 3 cercles qui se croisent. Cercle 1, ce que vous aimez faire. Pour elle, c'était l'organisation d'événements et les relations humaines. Cercle 2, ce pourquoi vous êtes naturellement doué. Caroline a un don pour connecter les gens et créer des synergies. Cercle 3, ce pourquoi le marché paye cher. Les entreprises galèrent pour leurs événements internes, le team building.
L'intersection des trois, c'est votre zone de génie. Caroline s'est rendue compte qu'elle était assise sur une mine d'or. 6 mois plus tard, elle facturait ses premiers événements corporate à 5 000 € la journée, en parallèle de son job. Le voisin prof de yoga, même exercice. Il adorait enseigner, il était pédagogue et les gens payaient cher pour des cours en ligne. Il a créé une formation vidéo qu'il vend encore aujourd'hui, même quand il dort. Deuxième exercice, on pose des objectifs. Maintenant qu'on sait où on va, voici le plan de route. Objectif numéro 1, battre l'inflation, minimum 3 à 4% par an sur votre argent, sinon vous vous appauvrissez. En France, 76% des gens ne placent pas leur argent, ils le laissent fondre gentiment. Ne soyez pas dans cette majorité. Actions, immobilier, peu importe, mais faites travailler votre argent. Pour débuter, dans le but de battre l'inflation, avoir quelques ETF bien choisis dans son portefeuille, ou bien des actions de type aristocrate, les plus solides, ça peut s'avérer être un pari moins risqué et plus facile à gérer qu'un patrimoine immobilier ou un panel de crypto-monnaies. Objectif 2, utilisez la bonne dette. Si vous devez emprunter, il faut que ce soit pour quelque chose qui rapporte. La règle est simple, est-ce que ça me rapporte plus que ça me coûte? Oui, bonne dette, non, suicide financier. Un appartement que vous louez? Bonne dette. Le dernier iPhone à crédit? Vous connaissez la réponse. Objectif 3, créer des revenus qui ne dépendent pas de votre temps. Vous n'aurez jamais plus de 24 heures par jour. Si vos revenus dépendent uniquement de votre présence, vous êtes coincé. Une formation, un livre, un produit digital, peu importe, trouvez quelque chose qui se vend pendant que vous dormez. Caroline a commencé par créer des templates d'organisation d'événements, 47 € pièce, elle en vendait une dizaine par mois, c'était pas le Pérou mais c'était 470 €, qui tombent sans qu'elle lève le petit doigt. Simple et efficace. Et c'est comme ça qu'on commence à créer du levier. Le reste, c'est du bruit. Bien sûr, c'est vrai qu'on ne nous a rien enseigné tout ça à l'école, nous avons été conditionnés à suivre les mauvaises règles. Le jeu est truqué? Oui. C'est injuste? Peut-être bien, mais ça ne changera pas demain. Les signaux sont pourtant là, sous nos yeux. L'immobilier est devenu inaccessible pour toute une génération, les jeunes savent qu'ils ne toucheront jamais leur retraite, les dettes publiques explosent partout, et maintenant, l'intelligence artificielle débarque. Elle va tout accélérer. Le fossé entre ceux qui comprennent les règles et ceux qui les subissent, il ne se creuse plus, il explose. Donc soit vous continuez avec les conseils de vos grands-parents, épargne, travail dur, évite les dettes, et vous perdez, soit vous comprenez les vraies règles et vous jouez intelligemment. Caroline a compris. 6 mois après notre discussion, elle avait lancé son activité parallèle, commencé à investir, et surtout elle avait repris le contrôle. L'argent n'est ni bon, ni brutal, ni mauvais, c'est un outil, rien de plus. Et comme tout outil, ceux qui savent s'en servir construisent, les autres subissent. La question maintenant, my friends, c'est simple. Vous voulez être du côté du pistolet chargé, ou vous voulez continuer à creuser ?